grand honneur d'être invité et accueilli ici au collège de la Fraternité Saint-Vincent à Bruxelles. Un grand honneur de rencontrer les enfants de mon pays. Un grand plaisir aussi. Mais c'est surtout un devoir. Je dois vous expliquer les crimes qui ont été commis dans toute l'Europe et en Belgique pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, par un grand criminel, un nazi allemand, Hitler, Adolf, un nazi. Lui et ses collaborateurs ont tué des millions de gens. Et vous devez connaître la barbarie d'hier pour défendre la démocratie d'aujourd'hui, la liberté d'aujourd'hui. Car la démocratie est un combat quotidien. En deux mots, les nazis ont tué ma mère et ma sœur dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Et mon père, qui avait échappé à l'arrestation, car ce jour-là, il n'était pas là. Il souffrait des poumons, il avait été hospitalisé. Il n'a pas été pris comme ma mère, ma sœur et moi, lors de l'arrestation qui a eu lieu le 17 mars 1943. Mais après la libération, après la bataille des Ardennes, pendant l'hiver 44-45, lorsque les troupes alliées sont entrées en Allemagne, les Anglais, les Américains, les Français, même les Belges, et ont découvert les camps de concentration, comme Dachau, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Buchenwald et tant d'autres, et ont découvert les montagnes de cadavres, les chambres à gaz et les fours crématoires. Mon père a compris qu'elle ne reviendrait pas, sa femme et sa fille. Souffrant, déprimé, il n'a pas pu lutter contre la maladie et il est mort le 9 juillet 1945 à Etterbeek, Bruxelles. Et moi-même, quand j'étais plus jeune que vous, quand j'avais 11 ans, la Gestapo m'a pris. C'était la police Hitler. M'a jeté dans un cachot. C'était la cave du siège de la Gestapo à Bruxelles, avenue Louise. Et le lendemain, ils m'ont mis dans une grande prison, la caserne d'Ossin à Malines, où je suis resté un mois dans l'incompréhension, un mois dans l'inconnu. Et au bout d'un mois, ils m'ont mis dans un train, dans un wagon à bestiaux. Un peu de paille par terre. Pas de lumière artificielle. La lumière n'arrivait que par deux petites ouvertures. En plein jour, c'était déjà très sombre. Pas de siège. La porte coulissante s'est fermée dans un grand bruit métallique. J'étais enfermé dans un wagon à bestiaux du 20e convoi, le 19 avril 1943. Et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Et par miracle, j'ai sauté du train et je me suis échappé. Voilà en deux mots mon histoire. Tout ça pourquoi? Est-ce que mes parents avaient fait quelque chose de mal?
Je vous jure que mon père était un brave homme, qui n'a jamais fait de mal à personne, et que ma mère ne songeait qu'au bonheur de ses enfants, ma sœur Ita et moi, et qui n'ont jamais mérité pareil malheur. Tout ça pourquoi? Uniquement pour une raison. Parce que mes parents étaient nés dans une certaine religion, la religion juive. Et à l'époque, suivant la loi nazie, c'était un crime qui ne pouvait être puni que de mort. Ma famille était une famille toute simple, comme vos familles. Une famille quelconque. Mon père est né en Pologne, dans un petit village. Et il aimait la Pologne, c'était sa patrie. Sa famille habitait ce village depuis des générations. Mais à l'époque, la Pologne était divisée en 3 parties. Il y avait une partie qui appartenait au tsar de Russie. L'autre partie appartenait au Kaiser d'Allemagne. Et la 3e partie à l'Empire austro-hongrois. Et après la guerre de 14-18, quand le traité de Versailles a mis fin à la guerre et a proclamé l'unité, la réunion et l'unité de la République polonaise et l'indépendance de la Pologne, cette proclamation est accompagnée de graves problèmes, de la misère, du chômage, de la brutalité et de l'antisémitisme. L'antisémitisme, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas les juifs. Et je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer telle ou telle personne déterminée. Mais on ne peut pas généraliser, encore moins brutaliser, encore moins tuer. Et ça se passait à l'époque en Pologne. Alors mon père s'est enfui. Il a quitté sa patrie bien-aimée. Il a traversé l'Allemagne. Il est arrivé à Cologne et puis à Aix-la-Chapelle. Et là, il a décidé d'entrer en Belgique. Il a traversé la frontière belgo-allemande en marchant toute la nuit dans une forêt. Mon père est entré en Belgique en fraude, comme illégal, comme clandestin. C'était un sans-papier avant la lettre. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je suis solidaire des sans-papiers, des réfugiés, des immigrés. Ils ne viennent pas chez nous pour leur plaisir, mais parce que dans leur pays, ils ont faim, ou bien ils ont des problèmes politiques, ou bien leur pays est en guerre, mais ils n'ont rien fait de mal. Et il ne faut pas les mettre en prison, dans des centres fermés appelés 127 bis. Et surtout pas les enfants, car moi, comme enfant, on m'a mis dans un centre fermé, la caserne de Saint à Malines. Parfois, ils risquent leur vie pour venir chez nous. Et l'honneur de la Belgique, c'est de les accueillir avec humanité, dignité. Et tous les réfugiés doivent être traités de la même manière. Il n'y a pas des bons réfugiés, des mauvais réfugiés. Il n'y a que des malheureux. Enfin, à l'époque, ça allait plus vite que maintenant. Mon père a été rapidement régularisé. Mais il n'avait pas de travail à Bruxelles. Il a été obligé d'aller travailler dans la mine de charbon, en Wallonie, près de Binche, au charbonnage de Bray, B-R-A-Y. Et là, il a attrapé la maladie des mineurs. Les mineurs respirent au fond de la mine la poussière de charbon qui abîme leurs poumons et qui provoque une maladie qu'on appelle la silicose, mais que moi j'appelais comme enfant la bronchite chronique,
parce que mon père toussait beaucoup. Alors il a quitté la mine. Il a entamé une activité commerciale dans le cuir, la maroquinerie, le commerce des valises, des sacs de dames, en veau, en vachette, en crocodile, en lézard, des porte-monnaies, tout ce qui était en cuir. Et ce commerce marchait tellement bien que d'abord, il a retrouvé une jeune fille qu'il avait connue en Lituanie. Ils se sont mariés à Liège. Et ils ont eu 2 enfants. Ma sœur Ita, née à Liège, le 24 septembre 1924. Et moi, je suis né à Uccle-Bruxelles, le 12 octobre 31. Donc, si vous calculez bien aujourd'hui, j'ai 91 ans. Et ce commerce marchait tellement bien que mes parents ont réussi à s'acheter leur propre maison à Etterbeek, avec un magasin au rez-de-chaussée, dans lequel ma mère vendait des articles de cuir. Ma sœur, mon père, fraîchement immigré, a aussi réussi à envoyer sa fille, au lycée d'Ixelles. C'était également un exploit pour lui. Lui, petit réfugié qui avait 20 ans quand il est arrivé en Belgique, il envoie sa fille dans la haute école, le lycée d'Ixelles, où ma sœur était première en grec, en latin, en histoire, en littérature. Et ma sœur aussi était une grande pianiste classique, mais qui aussi aimait le jazz. Et moi, j'étais à l'école primaire d'Etterbeek. Mais surtout, un petit louveteau des scouts d'Etterbeek. J'adorais les scouts. J'adorais. C'est là que je me suis fait tous mes copains. C'est là que j'ai découvert la merveilleuse forêt de soigne qui entoure Bruxelles. Je vous dis que quand j'étais dans ce wagon, avec ma mère et 50 autres personnes gémissantes autour de moi, et que je comprenais rien à ce qui se passait, mais j'étais encore dans mon univers de louveteau. Une petite famille, quelconque, ordinaire, mais heureuse, unie. Et puis, le 10 mai 40, Hitler, qui avait déjà pris plusieurs pays en Europe, il a commencé par prendre l'Autriche en 1938, la Tchécoslovaquie, et puis la Pologne en 1939, et puis le Danemark et la Norvège. C'était pas assez pour lui. Le 10 mai 40, il attaque la Hollande, la France et la Belgique, et il occupe ces pays. Et lui, il avait une parano. Il voulait tuer tous les Juifs. Et rapidement, ils ont pris des mesures toujours contre eux. La première, la plus grave, obligation d'aller s'inscrire dans les communes, dans des registres spéciaux. Et les communes devaient envoyer les registres de Juifs à la Gestapo. Et ainsi, les nazis avaient d'avance tous les noms et les adresses des futures victimes. Interdiction de travailler, d'être professeur par exemple, d'être agent de la commune ou fonctionnaire ou journaliste. Et les commerces étaient confisqués. Ils sont venus dans notre petit magasin d'Etterbeek. Ils ont tout pris, la marchandise, les livres comptables. Interdiction d'aller à l'école. Et un beau jour, obligation de porter une étoile jaune sur les vêtements pour être bien discriminé, bien stigmatisé. Et les gens obéissaient à ces mesures. Ils craignaient d'être dénoncés. Quelqu'un qui aurait été dire
Gestapo, celui-là, il ne s'est pas inscrit à la commune. Celui-là ne porte pas son étoile. Et la sanction était d'être envoyé à Brendonk. Brendonk est un camp ouvert par les nazis, déjà en 1940. Un camp d'interrogatoire, de torture et d'exécution. Il y a combien de jeunes Belges, patriotes, démocrates, résistants, pas des juifs, qui là ont été interrogés, torturés, exécutés, c'est-à-dire fusillés ou pendus même, après le don. Et les gens avaient peur d'être envoyés là, d'autant plus qu'ils étaient facilement repérables. Ils parlaient à peine français. Les nazis s'attaquaient à une population sans défense, d'une façon lâche et traître. Lâche, car ils s'attaquaient à des femmes, à des enfants, à des bébés, à des personnes âgées. Dans mon convoi, il y aura un bébé de 3 semaines, par exemple. 3 semaines. Et il a été déporté. C'est lâche. Et en traître, parce qu'un jour, ils annoncent que ce sont des ordonnances qui sont toujours prises par l'occupant. Ils annoncent que les Juifs doivent partir travailler dans des camps de travail. C'était un piège, car au bout du voyage, les gens ne veulent pas travailler. On les faisait entrer dans des grandes salles, on les tuait par le gaz, et on brûlait les cadavres dans des fours crématoires. Alors ils ont ouvert cette caserne d'Ossin à Malines, très grande caserne, parce qu'on peut y mettre 4000 personnes. C'est un camp de rassemblement, d'enregistrement, de transit. C'est pas un camp de concentration ou de travail forcé, pas du tout. Et les gens attendaient là, dans l'expectative, qu'est-ce qui va se passer? C'était l'antichambre de la mort, mais les gens ne le savaient pas. Alors, ils ont fait des rafles dans les rues. Ils cernaient des quartiers. Ou bien ils arrêtaient des trams. Et tous ceux qui portaient une étoile devaient descendre et monter dans un camion. Ou bien ils allaient chercher les gens en pleine nuit dans leur habitation, puisqu'ils avaient toutes les adresses. Ils les prenaient, les jetaient dans un camion et en route pour les chambres à cases, via Malines. Parce qu'à Malines, il y avait toute une administration pour enregistrer tout ça. Sauf que toutes les listes de déportés existent encore maintenant. Je figure sur une de ces listes, la liste du 20e convoi. On est resté 1 mois dans cette caserne. Pendant 1 mois, on n'a jamais entendu le mot Auschwitz. C'est un mot que je n'entendrai qu'après la guerre. On était désœuvrés, mais les nazis gardaient quand même une discipline pour qu'il n'y ait pas de désordre. J'ai vu des choses qu'un enfant ne doit pas voir. On dormait dans des salles de 100 personnes. Hommes, femmes, enfants mélangés. Sur des constructions de 3 niveaux en bois, avec des matelas de paille. Ma sœur avait une autre situation que ma mère et moi. Parce que la loi belge à l'époque disait que les enfants d'étrangers, comme nous deux, nés en Belgique, comme nous deux, pouvaient choisir de devenir belges à 16 ans, ce que ma sœur avait fait. Donc, en 1940, étant née en 40, elle a eu 16 ans, elle est devenue belge. Et à l'époque, les nazis n'osaient pas déporter les juifs belges, craignant la réaction du peuple belge.
sachant que le peuple belge est un peuple humaniste et frondeur, et qu'il gardait un mauvais souvenir de l'occupation allemande de 14-18, car en 14-18, l'armée allemande a commis des crimes en Belgique. Et le peuple belge, en général, n'aimait pas l'occupant. Sauf quelques traîtres, il y en a eu des collabos, en Flandre comme en Wallonie. Le plus grand, c'était un Wallon, Léon de Grelle. Après la guerre, il a été condamné à mort par la justice belge, mais il s'est enfui en Espagne. Donc les nazis n'osaient pas déporter les Belges, mais ils n'étaient pas libérés pour autant. Ça, c'est la situation de ma sœur. Et puis, dans cette caserne, il y avait beaucoup d'enfants. Dans mon convoi, il y aura 1600 personnes dans mon convoi, c'est-à-dire au moins 32 wagons, à raison de 50 personnes par wagon. Moi, j'étais plutôt en fin de convoi avec mon numéro 1234 sur 1600. Dans mon convoi, il y aura 250 enfants. Pour les nazis, on est enfant jusqu'à 16 ans. Au-delà de 16 ans, ils gardaient les gens comme bagnards, le travail forcé, dans le froid, dans la chaleur, sans manger, sans boire, sous les coups, la mort lente. Mais pour ceux qui avaient moins de 16 ans, c'était la chambre à gaz immédiate. Moi, si j'étais arrivé, j'avais aucune chance. Je devais mourir immédiatement. Alors, avec tous ces enfants, je pouvais courir dans la cour intérieure, parfois discuter, parler d'école. Pourquoi il y avait tellement d'enfants? Parce que les nazis, ce qu'ils voulaient faire, c'était pas tuer 2-3 personnes. Ils voulaient tuer un peuple. Et quand on veut tuer un peuple, il faut d'abord tuer les enfants. Car les enfants, c'est l'avenir d'un peuple. Comme vous êtes l'avenir du peuple belge. Et je dirais, du peuple bruxellois. Vous êtes l'avenir. Avec ces enfants, je passais le temps. Et puis, le mois est vite passé. Les gens se demandaient qu'est-ce qui allait se passer. Certains disaient, vous allez voir, la guerre va finir avant. Ils ne pourront pas nous déporter. Vous savez, ils ne vont jamais faire ça. Et puis on risque rien. On est 1600 personnes. Comment peut-on faire du mal à 1600 personnes à la fois? Le 18 avril 1943, un monsieur est venu dans notre salle et nous a dit, le train est là, il vous attend. Vous partez demain. Les gens demandent où? Vous allez travailler? Oui, on sait, mais où? Ne vous inquiétez pas. Et le lendemain, j'ai dit au revoir à ma sœur, qui n'était pas déportée, mais pas libérée, et ne sachant pas que je ne la verrai plus jamais. Et j'ai quitté cette caserne de malheur avec ma mère et d'autres personnes en file indienne, entre deux haies de soldats casqués, armés d'un fusil, droit vers un wagon qui me paraissait immense, parce que moi j'étais petit. Et j'ai dû monter dans ce wagon, comme je vous l'ai dit, et la porte coulissante est fermée. Mais le train n'a pas bougé de toute la journée. Il craignait que si le train s'arrête à une gare belge, des voyageurs sur le quai, des ouvriers rentrant de leur travail, entendent un appel au secours de l'intérieur, ou un bras qui sort par cette petite ouverture. Cela aurait fait mauvaise impression. Il faisait rouler les trains à la déportation, le soir, la nuit.
Et à ce moment, dans l'ignorance des populations, donc. Et à ce moment-là, dans ce wagon, c'est le noir total. Total. Et moi, j'étais dans ce wagon avec ma mère et 50 autres personnes. Et rapidement après le départ, j'ai senti du fond de mon wagon que le train s'arrête. Et j'entends des gens qui courent le long des convois, le long du train, en tirant des coups de feu, en hurlant, en allemand. Je ne vois rien, je ne sais rien. Mais j'ai appris après la guerre que ça s'est passé entre Malines et Louvain, à hauteur d'une petite localité qui s'appelle Boort-Meerbeek, dans le Brabant flamand. Et là, 3 jeunes garçons de 25 ans ont arrêté le train en mettant sur les rails une lampe tempête avec un papier rouge, signal d'arrêt pour le machiniste. Et ils ont ouvert le premier wagon qui se présentait devant eux, pas le mien. Et ils ont fait sortir, ils ont libéré 17 personnes. Tout ça, j'ai appris après la guerre. Et le train est reparti. Et j'ai tombé endormi dans les bras de ma mère, avec l'impression que des hommes de mon wagon, détenus comme moi, déportés comme moi, encouragés par le bruit de l'attaque, essayaient d'ouvrir la porte de l'intérieur. À un certain moment, ma mère me réveille. Le train roule, mais la porte est ouverte. Et je sens l'air frais qui entre dans ce wagon. J'entends plus distinctement le fracas des roues sur les rails. Ma mère me prend par la main, me conduit vers la porte. Là, elle me fait descendre. Pardon. D'abord, j'attends mon tour, parce que 2-3 personnes sautent devant moi. Et quand c'est mon tour, ma mère me fait descendre, jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Et là, elle me tient solidement par les vêtements. Et moi, je me tiens au plancher du wagon, et de la main gauche à une barre métallique verticale que je trouve. Et j'ai tout mon équilibre. Mais au début, j'ose pas sauter. Ce train va quand même vite, vous savez. Et la végétation qui défile sous mes yeux me donne encore une plus grande impression de vitesse. J'ose pas sauter. Et ma mère me dit ceci. Le train va trop vite. Elle me dit ça dans sa langue, le yiddish. Der Zug geht zu schnell. Ce sont les derniers mots que j'ai jamais entendus de ma mère. Et puis, il ralentit le train et je saute. Et j'atterris souplement sur le ballast. Je me fais pas mal, je ne tombe pas, je reste debout. Et le train continue à rouler doucement vers l'avant. Et je suis là. Et j'attends ma mère. Je crois qu'elle va sauter également, qu'elle va me suivre. J'attends. Et puis, le train s'arrête complètement. Et j'entends les gardiens qui viennent de l'avant dans ma direction, en tirant des coups de feu, en hurlant. Ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon, pour rejoindre ma mère et ne pas être pris en faute. Mais pour faire cela, j'aurais dû aller dans leur direction. Alors tout d'un coup, dans un éclair un réflexe incompréhensible, j'ai tourné à gauche et je me suis mis à courir. J'ai couru toute la nuit dans les bois et les champs. Au début, je me disais, quels idiots ces nazis. Et je me disais, sauter c'était facile. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Mais comme j'avais été un petit louveteau scout, j'avais appris à me débrouiller. Et je savais que je pouvais dire à personne d'où je venais. On ne sait jamais, je pouvais tomber sur un ami des nazis. Je courais. Et pour m'encourager, je courais en chantonnant. Je scandais ma course en chantonnant un petit air à la mode qui était très populaire, que ma sœur aimait. Ça s'appelle In the Mood de Glenn Miller, un américain. Et je courais en chantonnant comme ça. J'étais peut-être pas très conscient du danger, mais je voulais pas être pris. Et le matin, il faut vous dire que toutes les montres avaient été confisquées à l'arrivée à Malines. C'est donc des évaluations. Je suppose que c'était vers 6-7 heures du matin. Je suis arrivé dans un village. Et je sais, à l'époque, je ne savais pas où j'étais, mais je vais vous le dire. J'ai sauté dans le Limbourg. C'est-à-dire que le trajet du train, il part de Malines, puis à Bourg-Merbeek, puis Louvain. Après Louvain, première ville, c'est Tirlemont, puis Saint-Tron, puis Tongres, et puis c'est l'Allemagne. J'ai sauté entre Saint-Tron et Tongres, à hauteur d'un village qui s'appelle Berlingen, non loin d'une ville qui s'appelle Borglone. Et là, dans ce village, j'ai choisi une maison qui m'inspirait confiance, car c'était une petite maison d'ouvriers. Parce que les belles maisons, les châteaux, étaient souvent occupés par les nazis. Et là, j'ai sonné. Une dame a ouvert. Et je lui ai dit ceci. Madame, j'ai joué près d'ici avec des enfants. Je me suis perdu. J'ai retourné chez mon père à Bruxelles. J'avais rien trouvé de mieux que cette explication qui tenait pas debout. Que faisait un petit francophone en pays flamand? Les vêtements pleins de boue, déchirés, à 80 km de Bruxelles. Enfin, cette dame ne se pose pas de questions, elle appelle son voisin. Il prend sur son vélo et me conduit à la ville voisine. Où conduit-on